Épisode numéro 72 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. En ce mercredi 30 juillet 2025, écoutez, il est 20h au moment où on enregistre. C'est donc dire qu'on est à 22 heures de la date limite des transactions qui est fixée le 31 juillet à 18h, heure du Québec. Donc, ça s'en vient. Il y a déjà quelques transactions qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de tractations qui ont lieu. D'après moi, les DG des différentes équipes n'auront pas beaucoup de sommeil au cours des 24 prochaines heures et vont probablement dormir bien comme il faut la nuit prochaine. Mais nous, en attendant, on est là en live les mercredis soirs 20h sur Facebook, Twitter, YouTube pour venir répondre à vos questions ou évidemment pour tous ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Évidemment, pas possible de poser vos questions en live pendant ce format-là, mais vous pourrez profiter du contenu malgré tout. Charles-Alexis Brisebois à l'animation et à mes côtés, le grand retour, le voyageur, le Yankees, Sébastien Berroir qui est là. Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien. Là, ça se peut que je sois un petit peu comme Renaud Lavoie. Là, je vais être sur mon téléphone pendant l'émission, mais c'est pas parce que je t'écoute pas, quoique, est-ce que je t'écoute vraiment quand on se parle? On n'est pas trop sûr, mais on suit ce qui se passe parce qu'il s'en passe des choses. Voilà. Fait qu'on va se diviser les tâches comme ça. S'il y a des breaking news, ça tombe dans ton ressort. Puis de toute façon, tu le sais comme moi, Sébastien, on a tellement des auditeurs qui suivent la balle. On se le fait dire quand il y a des transactions. La semaine passée, là, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter l'épisode, là, mais à chaque erreur des Yankees, on se le faisait dire en temps réel. Des erreurs des Yankees, et il y en avait sur un moyen temps. Ouais, là, s'il y a des erreurs des Yankees ce soir, tu sais, pas besoin d'écrire. S'il y a une transaction, gênez-vous pas, par contre. Tu sais, la semaine passée, c'était correct, je n'étais pas là, mais là, ça va être moins le fun. OK, fait que je vais rattraper ça. S'il y a des erreurs des Yankees, je vous invite tout le monde à les écrire, puis à l'écrire à Sébastien en particulier. Je vais m'assurer de lui relayer les messages avec grand plaisir. Hey, j'aurais aimé ça que tu sois là la semaine passée parce que j'aurais voulu t'entendre. Fait que regarde, je te pose la question une semaine en retard, je m'en fous, je veux t'entendre. Parle-moi de ce match-là, là, cette comédie d'erreurs-là. Officiellement, 4 erreurs. Dans les faits, le test de l'œil, quoi, 10 mauvais jeux? Ah oui, c'est ça. Le marqueur a été généreux. Je pense qu'il a eu pitié. Il a regardé ça et il a fait bon, ça va être assez pour asseoir. On va donner des coups sûrs au lieu de donner des erreurs parce que c'était une catastrophe. Mais c'est pas juste un match-là. Là. Je pense qu'on a 19 erreurs en 23 matchs du côté des Yankees. Anthony Volpe, il ne sait plus comment jouer à l'arrêt-court. Tu sais, puis c'est pas un manque de travail. Là, tu le sais, vous le savez. Gleyber Torres, c'était pas mon préféré. Entre autres parce que c'était pas le plus grand travaillant. Mais c'est pas le cas d'Anthony Volpe, mais là, ça ne fonctionne pas. Tous les jeux qu'il tentent, ça marche pas. Puis c'est souvent dans des moments critiques. Il passe tout près de coûter la victoire aux siens à plusieurs reprises. Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que tu ne peux pas arriver en séries éliminatoires. Si les Yankees participent aux séries éliminatoires, parce qu'on est loin d'être assuré à New York de participer à la danse d'automne, tu ne peux pas faire d'erreur comme ça en série. Ça coûte encore plus cher quand tu es rendu au mois d'octobre, puis tu vas te faire sortir en partant. Anthony Volpe, d'ailleurs, penses-tu qu'en ce moment, Brian Cashman se dit « J'aurais-tu dû en signer un? » Tu sais, il y a tellement eu d'agents libres qui ont tellement été liés aux Yankees. C'est sûr qu'il aurait été capable d'en avoir un. Évidemment, la masse salariale est différente avec Volpe versus avec un Correa ou un Seager ou peu importe le nom que tu voudrais bien me nommer. Mais en ce moment, probablement que Brian Cashman se dit « Ouais, j'aimerais savoir un arrêt-court stable. » Oui, c'est sûr que là, tu mets Corey Seager à la place d'Anthony Volpe, je pense que ça change ton club. J'ai encore espoir que Volpe... Tu sais, je pense que c'est une mauvaise passe. Au moins du point de vue défensif. C'est certainement pas une bonne passe. Là. Non, c'est pas une bonne passe, ça c'est sûr. Mais au moins pour le côté défensif, je pense que c'est seulement une mauvaise passe. C'est un bon joueur en défensive, mais là, je pense que c'est rendu au deuxième étage. Là, mentalement, il n'est plus tout là. Par contre, il va falloir qu'il frappe à un moment ou à un autre. Oui, c'est beau d'être bon défensivement. Là, c'est pas le cas, mais il faut que tu produises à New York quand tu es un joueur d'arrêt-court parce que tu as l'historique qui est derrière toi, puis parce qu'il y en a d'autres qui peuvent prendre ta place. Check bien ça, là, une petite séquence là, de 3 matchs de suite avec 2 coups sûrs, puis les gens vont réclamer Ahmed Rosario à l'arrêt-court. Ouais, je pense que ça va aller jusque-là. Non, je vais l'avoir collé. Oui, OK, parfait. Bon. Je te le garde. C'est à toi. Sinon, on a juste à pas le sortir. Oui, ben, je sais que tu le sortiras pas, là, mais moi, je pourrais le ramener, par contre. Ça, c'est vrai.
Sébastien, sur cette intro de la semaine passée, allons voir ce qui s'est passé vraiment dans les derniers jours en tant que tel, ce qui va approcher pour les Blue Jays de Toronto. Okay. Blue Jays. Let's play ball. Commençons avec une question qu'on a ici de la part de Matt qui nous écrit sur YouTube. Que vaut vraiment le fait d'avoir perdu 3 des 4 parties contre les Orioles de Baltimore pour les Blue Jays? Est-ce que c'est seulement une question de fatigue? Il y a eu la défaite, évidemment, le dimanche contre les Tigers. 3 revers de suite en 2 jours à cause du programme double. Et là, aujourd'hui, une victoire de 9-8 qui n'a pas été facile non plus à aller chercher. Chaque équipe a une bête noire, même si c'est une bonne équipe. Visiblement, cette année, pour les Blue Jays, ça semble être les Orioles. Je pense que c'est un peu... Oui, il peut avoir une question de fatigue. Oui, il peut avoir, tu ne veux pas l'utiliser comme excuse, mais certains joueurs qui ont été blessés quand même dans les derniers jours. Moi, je le vois aussi comme la loi de la moyenne. Ça allait tellement bien pour les Blue Jays qui avaient 19 victoires à leurs 23 derniers matchs avant ça. Tu ne peux pas maintenir ce rythme-là. Puis des fois, quand ça va super bien, après ça va super mal. Donc, écoute, si ça se continue pendant 2-3 semaines, je pense qu'il y a une façon de s'inquiéter. Là, est-ce que je te dis que c'est une bonne chose? Non. Mais est-ce que c'est une catastrophe? Non plus. Non, c'est ça. Je pense que c'était inévitable. Premièrement, tu affrontes un club qui joue mieux par les temps qui courent, les Orioles. On s'est remis à frapper. Donc, tu t'affrontes un club qui est dans une bonne séquence, contrairement aux Tigers qui n'étaient vraiment pas dans une bonne séquence. Contrairement aux Yankees, la série précédente, qui, eux non plus, n'étaient pas dans une bonne séquence. Donc là, tu affrontes un club qui est hot. Puis tu ajoutes le fait que tu joues au-dessus de ta tête dans les dernières semaines. On sait que les Jays, c'était pas ce club-là. C'est pas un club de bas fond, mais c'était pas le club qui doit dominer le baseball majeur comme ils l'ont fait. Donc, on revient un petit peu à la normale. Puis, tu l'as mentionné, on a des blessés aussi. La perte d'Alejandro Kirk, là, le bon vieux Alejandro, là, ça fait plus mal qu'on pense, je pense, à Toronto. Ça change la dynamique avec nos lanceurs. Ça change la dynamique dans l'alignement de frappeurs aussi. Donc, on a plusieurs facteurs qui font que présentement, ça va un petit peu moins bien pour les Jays. Je pense que d'ici demain, on va adresser certaines lacunes. Ça va nous aider. Ça va nous donner un petit peu d'énergie pour revenir à ce qu'on a fait dans les dernières semaines, voire mois. Donc, c'est une mauvaise passe, mais c'était inévitable. Tu parles de combler certaines lacunes. Ça a commencé hier, mardi. En fait, durant le programme double, Seranthony Dominguez, avec une scène, écoute, j'allais dire surréelle, c'est peut-être un peu poussé, mais quand même le fun à voir. Entre 2 matchs d'un programme double, échanger d'une équipe à l'autre. Lui, ça veut dire que ce gars-là, Sébastien, il s'est pointé au stade le matin. Je sais qu'il se doutait qu'il était dans les rumeurs de transaction parce que c'est un joueur de location qui joue pour une mauvaise équipe. Mais ça ne veut pas dire que tu t'attends à lancer le match numéro 2 pour les Blue Jays nécessairement. Dans les faits, Sébastien, c'est le seul joueur qui a respecté la règle des programmes doubles, c'est-à-dire diviser les honneurs. Oui. Il a gagné un match et il en a perdu un. C'est le seul dans tout ce stade-là qui a gagné un match et qui a perdu un match. Mais du côté des Blue Jays, on a été chercher un releveur dont on avait besoin, contre un espoir quand même du top 10. Espoir, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu, mais que lui aussi a juste changé de vestiaire parce que le club 2A des Blue Jays affrontait le club 2A des Orioles. C'est incroyable. Ça s'invente pas. Là. Ça c'est quand même drôle. Oui. Donc, écoute, c'est pas un prix qui est super élevé. Il n'a pas été donné non plus. Mais tu vas chercher un releveur, Sébastien, c'est exactement ce que tu avais besoin. C'est un gars qui lance fort. C'est un gars qui génère des élans dans le beurre, puis c'est un gars qui va chercher des retraits au bâton. C'est ça que tu as besoin pour un joueur qui est dans le bas, qui est dans le haut de ton enclos, dans le fond, là, qui va lancer en 7e, 8e, 9e. Tu veux aller chercher des retraits sur 3 prises. Tu veux aller chercher de la vélocité. Il ne faut pas que tu joues dans le flafla quand tu es rendu en 8e. Là. Non, exactement. Puis on l'a vu cet après-midi. C'est ça qu'on avait besoin parce qu'on était sur le bord de la catastrophe à Toronto. On a réussi à s'en sortir, mais ça te prend des gars, justement, qui passent les frappeurs adverses dans la mitaine. On avait ce besoin-là. Je pense qu'on l'a encore. On pourrait ajouter un autre bras dans l'enclos de relève, mais c'est une bonne transaction pour les Jays parce qu'on va en parler plus tard, mais avez-vous vu les prix? C'est incroyable. Là. Puis là, on est la veille. Imaginez-vous demain, le prix des releveurs de qualité, c'est incroyable. Oui, on a payé un espoir du top 10, mais je pense que c'était la bonne valeur, la juste valeur à ce moment-là. On a profité de cette occasion-là. Puis, on est allé chercher, comme tu l'as dit,
un besoin qui était criant. On a adressé ce besoin-là. Tu sais, des fois, on va faire des transactions pour ajouter de la profondeur, mais là, ce n'est pas le cas. Là. On avait un besoin, puis on l'a comblé, puis on doit continuer dans cette veine. Moi, de la façon dont je le vois, si Yimi Garcia est en santé, je te dis probablement, écoute, les Blue Jays ont besoin d'un releveur. Là, de la façon dont je le vois, Dominguez vient remplacer Yimi Garcia. Puis tant mieux si Garcia est en mesure de lancer en série, puis ça fera un bras de plus, tant mieux, là, John Schneider ne se plaindra pas. Mais là, tu as remplacé Garcia, c'est correct, mais le besoin initial demeurant un releveur, il est encore là. Tu l'as dit, les Blue Jays vont probablement être dans cette course-là aussi parce que as-tu déjà entendu parler d'une équipe qui avait trop de bons lanceurs en série? Non, c'est ça. C'est ça. On peut en parler aux Dodgers. Là. Je pense que les autres, c'est l'exemple ultime de jamais trop de bons lanceurs. Tu peux avoir trop de lanceurs, mais tu peux avoir trop de bons lanceurs. Tu en as besoin. On dirait que plus tu en as, plus tu vas trouver un moyen de les utiliser. Il va arriver des blessés, il va arriver quelque chose. Donc, tu n'en as jamais trop. Puis encore plus dans le cas des Jays où on manque de profondeur à cette position-là. Donc, le fait d'en ajouter, puis peut-être d'en ajouter plus que demander en prévision justement du mois de septembre et du mois d'octobre, ça ne sera pas trop. Ça va dépendre des prix, c'est sûr, mais quand même, il faut trouver un moyen de s'améliorer cette position-là. Les Blue Jays qui devaient faire de la place, évidemment, pour Dominguez. Et c'est Chad Green qui est copé. On a désigné pour assignation le vétéran. Donc, ça a pour effet il va continuer d'être payé, mais on le sort de l'alignement de 40 joueurs. Donc, on a une semaine pour l'échanger ou le libérer ou peu importe. La question que Matt pose à ce niveau-là, est-ce que tu le vois revenir avec les Yankees? Il a donné quand même 14 circuits depuis le début de l'année. Dont 2 dans le match numéro 1 là, du programme double là, à quelques minutes, quelques heures d'être libéré par les Blue Jays. Est-ce que tu le vois revenir avec les Yankees? Non, je ne penserais pas. C'est sa grande faiblesse, la longue balle. C'est pas le genre de releveur que les Yankees ont besoin, que les Yankees veulent. On veut ajouter dans ces enclos-là, du côté de New York aussi. Mais on était dans les dossiers qu'on va parler plus tard, Yohan Duran, Ryan Helsley. On était dans ces dossiers-là, donc on veut un releveur de plus grande envergure qui va être capable de nous donner des grosses manches en 8e, en 9e pour entourer le quiver d'Evan Williams. Ce n'est pas le cas de Chad Green. Ça l'a été par le passé, ça ne l'est plus maintenant. Donc, je ne le vois pas retourner. On a des questions ici par rapport, 2 questions qui se ressemblent. Patrick qui nous dit, pensez-vous que les Blue Jays vont sacrifier Yesavage ou Nimala? Et il y a Guillaume ici qui nous dit, bonjour, pensez-vous qu'Yesavage, Ricky Tideman vont partir? Suis-je dans le champ de penser que ces gars-là doivent rester car on n'a presque pas de profondeur dans les mineurs? C'est la question qui se pose présentement, puis tu l'as dit. Si tu veux aller chercher, là, bon, on parle de releveurs, mais si tu veux aller chercher des releveurs de premier plan, il faut que tu payes. Les prix sont très, très, très élevés présentement. Là, si vous avez un releveur qui traîne à la maison, gang, amenez-le sur le marché parce que vous avez une vingtaine d'heures pour capitaliser sur sa valeur. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va les sacrifier. Je pense que si on le fait, ce ne sera pas nécessairement pour un releveur. Je ne les vois pas aller chercher, ben là, Duran est parti, Helsley est parti, mais je ne les vois pas aller chercher un releveur comme ça. Je pense que si on sacrifie des gars de cette trempe-là, ça va être, mettons, pour un Joe Ryan ou un partant de cette trempe-là. Je ne pense pas que c'est nécessairement un relève qu'on irait sacrifier, surtout pas pour un releveur de location. Je ne pense pas qu'on sacrifierait un Yesavage ou un Nimala. Surtout que les releveurs de très, très grande qualité sont déjà tous sortis ou presque à un jour de la date limite. Donc, je ne pense pas qu'on va aller dans cette avenue-là. Puis, il faut que ce qui revient en retour, il faut avoir des années de contrôle. Ouais. Ça ne peut pas être une location pour le reste de la saison parce que de donner un espoir de cette trempe-là, tu t'en payes le prix tôt ou tard. Puis, les Jays, avec le système de filiale qui n'est pas très bien garni, on doit capitaliser sur ces espoirs-là. Le seul que je laisserais peut-être aller, c'est Ricky Tideman, dû à son historique de blessure. Ouais. Si une équipe est prête à prendre le risque, cette équipe-là le voit dans sa soupe, peut-être qu'on pourrait le laisser aller et qu'on pourrait aller chercher quelque chose de bon. Mais sinon, pour Nimala, pour Yesavage, ça va prendre quelque chose de gros, puis ça va prendre quelque chose de gros à long terme. Mais tu sais, Tideman,
au niveau du stuff, au niveau du upside, appelle-le comme tu veux, c'est sûr que tout le monde le voit dans sa soupe, mais tout le monde sait que ce gars-là, il est fait en porcelaine aussi. Là, fait exact. Je ne vois pas un marché se développer au point où tu te dis « Ah mon Dieu, ça me prend vraiment Ricky Tideman à la place d'un Trey Savage ou quelque chose comme ça. » Donc, j'ai de la misère à le voir être échangé en raison de son état de santé, mais on s'entend que le talent est là. Commentaire ici de la part de Charles qui nous dit « Les Jays ont besoin d'un lanceur gaucher et de frappeur gaucher. » Es-tu d'accord avec ça? Quand même, quand même. Ça prend des lanceurs, gaucher, droitier, ambidex, qui lancent de la sous-marine, n'importe quoi, ça prend des lanceurs, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Frappeur gaucher aussi, si on est capable d'ajouter un bon frappeur gaucher, ça va ajouter à cet alignement de frappeurs qui est très, très axé à droite. En séries éliminatoires, tu veux avoir quand même tu vas être bien balancé du côté gauche, du côté droit pour pouvoir affronter les lanceurs adverses, surtout quand vient le temps d'affronter les releveurs. Donc, ça peut jouer dans la stratégie. Ce serait l'idéal, mais je ne pense pas qu'on va mettre tous nos œufs dans ce panier-là d'aller chercher un frappeur gaucher. Si l'occasion se présente, si on est capable d'avoir un prix qui est raisonnable, oui, on va y aller, mais il faut tout d'abord y aller avec le monticule. Ça va être des joueurs de banc si c'est les frappeurs parce que tu as Dalton Varsho dont le retour approche. Tu as André Simenez qui va finir par revenir. Anthony Santander est un bon point d'interrogation, pardon. Mais peut-être qu'il va être là. Mais tu sais, je pense pas que les Blue Jays vont chercher à remplacer un gars comme Santander nécessairement. J'ai vraiment l'impression que le gros ajout des Blue Jays, que ce soit Dominguez ou que ce soit quelqu'un de plus gros qui aura été acquis d'ici les 20 prochaines heures, ça va être un lanceur. Oui. Non, il n'y a aucun doute. Par contre, ça me fait rebondir sur quelque chose. Là, Ernie Clement au premier coussin, ça va être correct. Là. Je pense que on l'a vu cet après-midi. Là, on peut trouver d'autres solutions. Là, je comprends qu'on veut le bouger dans l'alignement et qu'on veut donner une journée de congé à Vladimir, mais on peut trouver d'autres solutions. Puis deuxième chose, Beau Bichette derrière Vladimir, ça aussi, c'est assez. Là. On peut-tu. Là, cet après-midi, on avait Ernie Clement qui frappait au deuxième rang. On avait Joey Loperfido au premier rang. Puis tu mets Beau Bichette, qui est probablement ton deuxième frappeur. C'est ton gars qui va là. Si tu veux mettre Barger, tu peux aussi. Barger frappait au cinquième rang. Oui. C'est assez, là, Beau Bichette derrière Vladimir. Là, on l'a assez vu. Regarde, Bichette 2, Guerrero 3, Barger 4. C'est-tu moi où tout le monde est dans ses forces? C'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est soit les petits génies ou John Schneider. Là, je ne sais pas qui tire la couverte de son côté, mais c'est là que ça se passe. Ça a pris 19 minutes pour qu'on parle de petits génies, c'est parfait. Oui, et de John Schneider. Et de John Schneider. Moi, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, on essaye de pas de réinventer la roue, mais d'essayer de ne pas trop se casser la tête, de dire ah, ben écoute, Guerrero 3, ça fonctionne. Puis là, ben, on veut mettre Bichette, mais on ne veut pas le mettre premier. Puis là, Springer 2, ça marchait, fait qu'on a mis Bichette 4. Puis là, vu que Bichette, ça marche là, puis là, Springer est blessé, on se dit non, on ne touche pas à Bichette. Pourquoi? C'est ça. Ça fait aucun sens. C'est comme si personne ne peut bouger s'il y a un blessé. Là. Oui, c'est ça. Je comprends qu'on veut de la stabilité dans un alignement, mais c'est pas en ajoutant Ernie Clement au deuxième rang puis Joey Loperfido au premier rang que tu vas avoir cette stabilité-là. Là. Tu fais juste repousser ton problème. Tu dois avoir tes meilleurs joueurs dans le haut de l'alignement, puis surtout que ces joueurs-là performent. Peut-être à l'exception de Vladimir, mais tu vas le laisser au troisième rang pareil. Fait que les autres, il va mieux. Ça va mieux. Oui, mais je pense qu'il y a 2 coups sûrs cet après-midi encore. Fait que, c'est pas nécessairement un problème, mais tes excellents joueurs qui performent, c'est dans le haut de l'alignement. C'est eux qui donnent le ton dans le match. C'est pas, en tout respect à Ernie Clement, là, c'est pas lui qui a d'affaires. C'est ça. D'ailleurs, Joey Loperfido au premier rang de l'alignement aujourd'hui, est-ce que ça crie vitrine pour toi? Peut-être. Peut-être que c'est l'explication. Peut-être qu'on veut le montrer, mais est-ce qu'on le met dans les meilleures circonstances, justement, pour prouver sa valeur? J'en suis pas sûr. Là. Oui, il va avoir une présence de plus dans le match, là, mais ça vient avec la pression, puis ça vient avec la responsabilité de se rendre sur les sentiers. Ça se peut qu'il fasse partie d'une transaction, ça se peut qu'il serve d'appât pour aller chercher justement un lanceur comme on l'a mentionné. Ouais. Mais il est un petit peu tard là, pour le mettre en vitrine. Ouais.
Parce qu'il ne faudrait pas s'étonner qu'un joueur comme ça, tu sais, je nomme Loper-Fido, est-ce que ça peut être Will Wagner, est-ce que ça peut être Jonathan Classé, est-ce que ça peut être, Léo Jimenez, c'est peut-être pas celui qui a le plus de valeur, mais un gars de ce genre-là, là, qui a, mettons, au maximum 1 an d'expérience dans le baseball majeur, que tu peux l'amener directement dans ton équipe qui va être là pour les prochaines années. Il y a un surplus de ça à Toronto. D'ailleurs, beaucoup de ces joueurs-là qui ont été acquis l'an passé à la date limite quand les Blue Jays étaient vendeurs. Cette année, situation complètement différente. Ça va être des acheteurs possiblement assez agressifs si on se fie à ce qu'on voit. Donc, je ne serais pas étonné qu'un de ces joueurs-là parte dans une transaction d'ici demain. Puis, on parlait de Loper-Fido. Je ne serais pas étonné que ce soit Joey Loper-Fido. On dirait que ça fait un petit bout que son nom circule souvent. J'ai l'impression qu'il y a plus de valeur qu'un Will Wagner. J'ai l'impression qu'il y a plus de valeur qu'un Classé aux yeux des autres équipes. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise si ce gars-là est échangé pour la deuxième fois en 12 mois, parce que l'an passé, il avait été acquis, rappelle-toi, dans la transaction Yusei Kikuchi avec les Astros de Houston. C'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, ça va avec le potentiel. Joey Loper-Fido, on l'attend depuis longtemps. On le sait, le potentiel qu'il a. Ouais. Il était ranké assez haut toujours. Donc, on s'attend toujours à ce qu'il débloque. Donc, oui, il y a peut-être une plus grande valeur. Moi, j'aime beaucoup Will Wagner. C'est un joueur qui peut tout faire. Un excellent joueur de baseball. Fait que pour moi, il y aurait probablement autant de valeur que Loper-Fido, mais pour les clubs du baseball majeur, souvent, il y a cette attirance-là vers les prospects de premier plan, là, si on peut les appeler ainsi, puis peut-être qu'il y a un petit peu plus de valeur, puis c'est lui qui va quitter. On a ici une question. Pouvons-nous, pensez-vous à long terme, à un long bout de chemin en série avec la perte de Judge, est-ce que la voie est ouverte? On parle ici là, des Blue Jays. Est-ce que la voie est ouverte pour toi dans l'américaine? En raison de la blessure de Judge, je ne sais pas si c'est nécessairement ça qui va faire la différence parce que les Jays ont pris le premier rang et Aaron Judge était dans l'alignement. Donc oui, c'est sûr que ça ouvre la porte, mais il va falloir performer. Ce n'est pas parce que le meilleur joueur de l'autre côté n'est pas là que ça t'ouvre nécessairement la porte. Tu peux pas glisser longtemps. Là. Les Yankees, je pense qu'ils vont bouger d'ici demain. Les Jays aussi. Il va falloir que ce soit les bons mouvements de personnel. Puis j'ai l'impression que ça va se régler quand même assez tard dans la saison, le titre de la division. Donc, oui, ça peut faciliter les choses, mais la voie n'est pas nécessairement ouverte, là, très grande ouverte, comme si les Yankees abdiquaient. On va se battre jusqu'à la fin. Donc, ce ne sera pas facile pour les Jays, mais c'est très faisable. Ça va être intéressant à suivre les Blue Jays qui, je te le rappelle, sous le noyau construit par Ross Atkins et Mark Shapiro, ont 0 victoire en séries éliminatoires. Puis je ne parle pas des séries, je parle de matchs ici, balayés en 2020, en 2022 et en 2023. Donc, on verra ce que l'avenir leur réservera. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays de Toronto. Donc, je suggère d'aller à ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Là, c'est la saison des rumeurs, c'est la saison des transactions. Commençons avec ce qui a été fait aujourd'hui en termes de transactions. Je vais juste t'arrêter avant qu'on aille dans les transactions. Là, Shohei Ohtani qui aurait quitté la rencontre avec le trainer, donc pas tant de bon augure. Ça va être à suivre, là, mais avant qu'on tombe dans les 28 000 rumeurs et les 17 000 transactions, là, c'est quand même une nouvelle qui peut changer les choses. OK. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça affecte le plan des Dodgers d'ici demain? Ça dépend c'est quoi la blessure. Tu sais, Shohei Ohtani n'était pas là l'an dernier. Il n'était pas là en début de saison sur le monticule, je parle. Là. Donc, on est capable de naviguer à travers l'absence de Shohei Ohtani sur la butte. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette veine-là avec tous les mouvements de personnel qu'on a fait cet hiver, avec tout l'argent qui est investi. Je pense qu'on va continuer à y aller all-in. Nouvelle question, je te la pose beaucoup trop tôt. Est-ce que Shohei Ohtani a lancé son dernier match dans le baseball majeur? Est-ce que c'est le point de bascule que les Dodgers vont faire? Nope, on le laisse comme frappeur. Quitte à y apprendre à jouer un petit peu dans le champ extérieur au premier but, peu importe. Là. Est-ce que c'est le point de bascule de faire « mon Dieu, on ne peut plus se permettre de faire lancer ce gars-là » ? Je vais me répéter, là, ça dépend de la blessure. Peut-être que c'est mineur, on ne le sait pas encore, là, mais ça peut faire basculer les choses parce que tu as un joyau entre les mains. Ce qu'il a fait l'an dernier sans lancer, c'est extraordinaire. Ce qu'il peut faire en lançant, c'est sûr que ça ajoute.
mais est-ce que tu veux prendre le risque de ne plus avoir tout le reste en le perdant pour plusieurs mois, puis en n'ayant pas son coup de bâton dans l'alignement, au prix que tu le payes? À un moment donné, il va falloir peser le pour et le contre, puis probablement que ça va aller du côté de finalement, tu vas seulement frapper, puis peut-être qu'on va le revoir au champ extérieur de cette façon-là aussi. Là. Ça va lui permettre peut-être d'évoluer défensivement, mais ça va dépendre de la blessure, mais ça va faire réfléchir les dirigeants des Dodgers. Nouvelle question. T'es fatigant. Ben, t'avais juste à pas me couper. Oui, c'est ça, ouais. Je regrette, là. Ouais. Nouvelle question. Est-ce que Dustin May a un chemin pour ne pas être échangé demain puis revenir même à la limite dans cette rotation-là? Très bon point, ça. Très bon point. Et on va avoir besoin de bras. On l'a dit, on n'a jamais trop de bras. Mm-hmm. Si tu perds le bras de Shohei dans ta rotation partante, même s'il n'en sait que quelques manches par départ, en prévision des séries éliminatoires, ça va t'en prendre parce que oui, tu as des gars qui vont revenir, mais tu as peut-être des gars qui vont repartir aussi si on se fie à l'an dernier. Donc, il va te manquer de profondeur dans la rotation. Ça va affecter ton enclos de relève. Donc, oui, ça peut ouvrir la porte à un Dustin May. Scénario catastrophe du côté des Dodgers. On voit cette situation-là. Ça ouvre peut-être le poste de frappeur de choix. Les Dodgers, prédiction osée, qui n'aura peut-être pas rapport, mais qu'on a une mise à jour, vont aller chercher Eugenio Suarez. Quitte à le mettre DH, à le faire jouer au troisième but, à le faire jouer. Ils vont y apprendre à jouer au premier pour donner congé à Freeman, je ne sais pas. Moi, je pense que s'ils ont peur pour Shohei Ohtani, ils vont payer le prix pour le sortir de l'Arizona. Peut-être. On était déjà dans le dossier Steven Kwan. On voulait ajouter de la profondeur à ce niveau-là. Il n'y a rien qui empêcherait les Dodgers d'aller dans cette direction-là. Là, on est capable de dépenser autant financièrement que grâce à notre banque de prospects, notre banque d'espoir. Ouais. Donc, oui, on va faire quelque chose. Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais on va faire quelque chose du côté des Dodgers. Oui, on est bien positionné, mais il n'y a rien qui nous garantit qu'on va passer le premier tour des séries. L'an dernier, ça s'est réglé en 5 matchs. On a failli se faire sortir par les Padres. Donc, il n'y a absolument rien de garanti. Ça nous prend tous nos éléments. Puis si on est capable d'ajouter quelque chose, on va le faire. Je disais, donc. Ouais, je te coupe plus, là. Non, ça va. Mais si c'est pour des affaires de même, tu peux me couper. Oui, okay. Joan Duran est avec les Phillies. Ryan Helsley est avec les Mets. On a été chercher Tyler Rogers aussi chez les Mets. Les Mets ont donné 6 éléments pour aller chercher 2 releveurs, dont aucun pour lancer en 9e manche, parce que tu as déjà Edwin Diaz. Oui. Ça va te faire un enclos. Et de l'autre côté, Joan Duran aussi qui vient répondre à un besoin qui est criant, parce que tu avais besoin d'aide en relève. Parce qu'Alvarado, quand il va revenir de sa suspension, ne pourra quand même pas lancer en série parce que quand tu es suspendu pour dopage, même si tu reviens avant la fin de la saison, tu dois manquer un parcours éliminatoire de l'année où tu as été suspendu. Donc, ça, c'est des goûts qui faisaient mal. Là, les Phillies qui s'améliorent, les Mets qui s'améliorent, ça a coûté cher. Ça a coûté des gros éléments. Mais si ces deux équipes-là s'affrontent en série, les gérants vont avoir moins peur qu'ils ne l'auraient, disons, ce matin, d'aller en relève parce que là, tu vas te chercher des éléments, tu vas te construire une équipe. Tu te dis, le chemin est ouvert avec les Marlins qui ne sont pas là, les Nationals qui ne sont pas là, les Braves qui ne sont pas là. Ça n'arrive pas souvent que les Braves ne sont pas là. Moi, je pense que ces clubs-là se disent, oh, Atlanta n'est pas là, ça se peut qu'ils gagnent la Série mondiale l'an prochain. Là. Tu sais, je veux dire, les Braves peuvent revenir très rapidement. Là. Les Braves peuvent faire comme les Blue Jays sont en train de faire cette année. Oui. Donc, je pense que ces deux équipes-là en profitent et ils se disent, faut qu'on y aille, on a besoin d'aide en relève, on paye le prix. Dave Dombrowski, c'est rien de nouveau, mais David Stearns, c'est un peu plus nouveau, par exemple. Oui, exactement. Puis tu parles de séries éliminatoires, mais la fin de la saison, là, la course pour le titre de cette division-là, ça va être extraordinaire à suivre. Oui. Puis les Mets, il ne faut pas oublier qu'on pourrait même envoyer Cléons en relève, puis ajouter à cet enclos de relève-là. On a payé cher, mais si tu passes la 6e manche à New York, là, ça ne sera pas le fun. Là. Non. Ce sera vraiment pas le fun. Le match va être quasi terminé ou presque. Oui, on le sait qu'il faut que chaque releveur ait sa meilleure journée à tour de rôle, mais quand même, là, ce ne sera pas facile d'affronter les Mets en séries éliminatoires. Cela dit, j'aime beaucoup la transaction des Phillies. C'était un besoin criant, comme tu l'as dit. On en avait tellement besoin, un peu moins que les Mets, parce qu'on était mieux nantis à ce niveau-là.
Mais on a payé le prix. Peut-être un peu moins que les Mets, parce qu'il faut le dire, on s'est départi de 6 espoirs du côté des Mets. Ça fait mal sur le long terme, mais du côté des Phillies, on en a perdu 2. Oui, c'est 2 dans le top 6, mais quand même, on est allé chercher Yohan Duran, qui est tellement dominant quand il est au sommet de ses performances. Oui. Mais on en avait tellement, tellement besoin depuis, je sais pas quand, là, les Phillies se cherchent un releveur de cette trempe-là depuis 1902. Là. On en avait, c'est-tu l'an dernier ou le 2 ans, on en avait, puis on les a échangés. Je pense que c'est l'année dernière. Ben, c'est Seranthony Dominguez, entre autres, qui avait été échangé aux Orioles. Puis il y en avait un autre aussi. Ça, c'était incompréhensible, mais là, on fait l'inverse. Là, on va se chercher un excellent releveur, puis ça va faire la différence parce qu'on a perdu des matchs en raison de la relève à Philadelphie. Et il faut le mentionner, Yohan Duran, c'est un prix assez sévère qui a été payé. 2 espoirs du top 6, comme tu le dis, et les Phillies avaient une excellente banque d'espoirs. Donc, leur espoir numéro 4 qu'ils ont donné, là, il est l'espoir numéro 1 ou 2 dans ben des formations. Fait que c'est quand même un prix élevé. Ceci étant dit, Yohan Duran ne devient pas agent libre cette année. Il ne devient pas agent libre l'an prochain. Donc, il va être là pour les 3 prochains parcours éliminatoires. Ça aussi, ça a une certaine valeur. Pour un releveur comme ça de premier plan, c'est quand même un élément qui est intéressant. Exact. Allons voir du côté. En fait, restons en Pennsylvanie. Les Pirates qui ont finalement échangé Ke'Bryan Hayes parce que pourquoi profiter de la fenêtre où Paul Skeens ne te coûte rien. Je comprends que candidat à changer d'air qui pourrait lui faire du bien, mais il en demeure pas moins que c'est un jeune que tu avais sous le contrôle pour plusieurs années, que tu aurais pu réchapper. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'échanges dans ta division. Les Reds de Cincinnati mettent la main sur Ke'Bryan Hayes. Voyons, à quoi tu joues, là? moi, j'aurais voulu être là à côté de Paul Skeens quand il a appris la nouvelle. Non seulement tu m'enlèves un joueur, mais tu l'envoies dans une équipe que je vais affronter 13 fois. Pas Paul Skeens lui-même, mais les Pirates vont l'affronter 13 fois. Peut-être que Skeens va l'affronter 3 fois dans la saison. Pour les prochaines années, là, ça fait très, très pirate. Ceci explique cela. Ça doit être tellement démoralisant pour Paul Skeens, mais pour les autres jeunes joueurs dans cette équipe-là, là, qui sont là, qui veulent gagner. Comme tu le sais là, que tu ne gagneras pas. Là. Fait que c'est difficile de te motiver, c'est difficile d'aller au stade jour après jour pour t'entraîner, pour aller jouer des matchs, pour essayer de t'améliorer, en sachant que le but ultime n'est pas de gagner parce que ton propriétaire, si tu veux faire la joke, il dépense quoi? Nothing. Bob Nothing dépense nothing. Exactement. Donc, ça ne doit pas être des jours très, très joyeux dans le vestiaire des Pirates, mais on s'en attendait. On le savait que ça allait arriver. Puis Ke'Bryan Hayes qui s'en va avec Tito Francona, que ça risque de changer complètement le cours de sa carrière. Et, je vois Francona changer ce joueur-là. Là. Ke'Bryan Hayes avait un très grand potentiel. On ne l'a pas développé peut-être de la bonne façon à Pittsburgh, mais les choses pourraient changer à Cincinnati. Ça va être spécial du côté de Pittsburgh. Là, la suite, là, on dirait qu'on commence toujours bien, ça s'effondre. Ça pressait là, quand même d'échanger Ke'Bryan Hayes. Là, il va être agent libre en 2030. Là, fait que, c'est fallait faire ça. C'est ça. Tu ne peux plus le faire après. C'est fini. Non, c'est impossible. C'est ça. C'est impossible. Rumeur qui m'a pris de court un peu en ce mercredi 30 juillet. Les Astros qui considéraient s'améliorer au 3e coussin, ça va, avec Paradise qui est blessé. On songe à Eugenio Suarez, pas de problème. On songe à Nolan Arenado, ça va. On a essayé d'aller le chercher durant la saison morte. Peut-être qu'il va dire oui à ce point-ci. Et on songe à Carlos Correa. Carlos Correa, qui, je le rappelle, a joué un total de 0 match au 3e but dans sa carrière. On sait qu'il va se diriger là un jour, mais Sébastien, il y a une nuance à me dire OK, je t'échange dans un environnement où tu es à l'aise. Là, clairement, ça ne serait pas une grande transition difficile de le renvoyer à Houston. Là, il doit avoir encore bien des chums là-bas, il a sa maison là-bas, tout. Mais niveau défensif, pour un gars qui est souvent blessé, de dire OK, tu apprends une nouvelle position dans une course aux séries versus tu apprends une nouvelle position au camp d'entraînement. Pas la même situation, pantoute. Il aurait joué au 3e but avec les Mets, mais il aurait eu 1 an pour arriver aux séries éliminatoires cette année-là. Là, les séries, c'est dans 2 mois. Là. Oui, puis les Astros, on ne les attendait pas aussi haut, mais ils sont là. Donc, ils vont se battre jusqu'à la fin.
Puis tu ne joues pas avec les Marlins, là, que même si tu n'as pas eu ton camp d'entraînement au 3e but, tu vas t'arranger pour Non, c'est ça. avoir ton camp pendant la saison parce que ça n'a Ouais. aucune importance. Mais là, tous les matchs sont importants pour les Astros. Je ne pense pas que ça va se réaliser. Je ne pense pas que Carlos Correa va retourner à Houston. Par contre, le fait d'y penser, c'est un petit peu peut-être la pensée magique qu'on ramène notre poulain à la maison, puis ça va fonctionner. C'est sûr que c'est peut-être mieux d'avoir Carlos Correa au 3e but que personne en ce moment pour combler la perte de Paradise. C'est peut-être de cette façon-là que les Astros pensent et peut-être vont penser demain si on n'est pas capable d'aller chercher un joueur de 3e but, que ce soit Suarez, Arenado ou un autre d'une équipe qui veut se départir de son joueur de 3e but. Mais je ne pense pas que ce soit la première option des Astros, ni aujourd'hui, ni demain. Puis moi, c'est surtout le contrat, parce qu'il reste encore quelques années de contrat. Il reste près d'une centaine de millions de dollars à toucher avant les années d'option à la discrétion de l'équipe, mais quand même. Je ne sais pas si, tu sais, on met beaucoup d'emphase à Houston qu'on ne veut pas dépasser la taxe de luxe. Tu as beau demander aux Twins de garder de l'argent, c'est parce que c'est un club qui est en processus d'être vendu. Ils ne tiendront pas 70 millions de dollars sur les 100 juste pour le fun, parce que le nouveau propriétaire qui va acheter ça, il va se dire qu'est-ce que tu fais là? Mais, tu sais, j'ai pas le joueur, mais il faut que je paye le salaire pareil. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est difficile à ce niveau-là. Puis, les Astros, la raison pour laquelle Carlos Correa n'est pas resté à Houston, c'est pas qu'il ne voulait pas rester, c'est qu'on ne voulait pas mettre l'argent. Fait que là, ce contrat-là, tu n'étais pas prêt à le prendre. Puis là, tu vas aller le prendre pour ces mauvaises années. Moi, c'est ça que je comprends pas. Oui, c'est sûr que c'est un peu dur à suivre. Par contre, si je ne me trompe pas, son contrat est quand même bien construit, dans le sens qu'il est décroissant. Les dernières années nous font un petit peu moins mal. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que les Twins l'ont signé à cette valeur-là. On savait que ça nous ferait moins mal dans les dernières années. Donc, peut-être que du côté des Twins, on va peut-être être capable de retenir un petit peu de salaire, vu que pour combler la perte dans les dernières années. Puis du côté des Astros, ben, ça nous avantage parce que dans ces années où il va être en perte de vitesse, mais ça va nous coûter un peu moins cher. Mais c'est sûr que c'est pas dans les habitudes de la maison d'agir de la sorte chez les Astros. Peut-être que d'un autre côté aussi, on sent que la fenêtre se referme à Houston, puis que c'est peut-être notre dernière chance. Puis pourquoi ne pas y aller avec le gars qui nous a amené tant de succès en séries éliminatoires? Passons chez les Yankees de New York maintenant. Deux éléments duquel il faut parler. Le premier, c'est évidemment Aaron Judge. Cette blessure-là qui change la donne. On a vu Judge, tu sais, dans les dernières années, là, je me trompe peut-être d'année, mais c'est en 2023 qu'il a eu sa blessure là, au Dodger Stadium, qui a manqué 2 mois. Tu l'as vu, là, l'attaque, c'était là, c'était difficile là, du côté des Yankees. Ils s'étaient construit une avance en début d'année que tu te dis, mon Dieu, ils ne seront jamais rattrapés. Finalement, ils n'ont pas été rattrapés, mais ils ont eu vraiment, vraiment chaud. Et là, l'année d'après, tu te dis, ben, gars, on va l'entourer comme du monde. Là, qu'est-ce qui arrive? Il est en santé, il y a Juan Soto, paf, on s'en va en série mondiale. Cette année, il n'est pas là, saison plus difficile. Puis là, Judge pourrait s'absenter un bout. Là, même s'il revient juste comme frappeur de choix, il a quand même mal au coude. C'est pas idéal. Écoute, il y a eu la situation de Garrett Cole que tu disais en début d'année, je vois pas une pire situation. Puis là, on dirait que les dieux du baseball ont fait, ah ouais, on va te tester, voir. Ouais, c'est ça. Ben, la pire des situations aurait été que Judge soit fini pour l'année. Ouais. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on peut pas prédire l'avenir. On sait pas ce qui va se passer avec son coude, mais ça fait très mal, là, une perte comme ça. Puis c'est pas seulement la perte d'Aaron Judge, tu l'as dit, c'est Garrett Cole, c'est Clark Schmidt, c'est Louis Hill qui n'a pas lancé de l'année, qui va revenir samedi, mais on n'en a aucune idée dans quel état. Il y a Ryan Yarbrough qui n'a pas été là, qui va revenir aussi, mais c'est comme une autre blessure qui s'ajoute. Giancarlo Stanton qui a raté la majeure partie de la saison. On a plusieurs blessés à New York, puis on commence à sentir que le poids de ces blessures-là fait mal dans le Bronx. Je ne sais pas jusqu'où ça va mener les Yankees. C'est sûr qu'on n'abandonnera pas. On ne verra pas les Yankees se ranger du côté des vendeurs. Mais par contre, ça va être très, très ardu jusqu'à la fin de l'année. Et là, les Yankees qui ont décidé d'aller chercher quelques joueurs au moment où on se parle, Ryan McMahon qui est là, Ahmed Rosario qui est débarqué en ville, Austin Slater aussi qui a été acquis un petit peu plus tôt ce matin. Évidemment, pas 3 gars qui vont gagner un MVP dans leur carrière, on en est conscient. Moi, je suis de l'école que tu ne peux pas critiquer une transaction pour ce qu'elle n'est pas. Là,
ils n'ont pas été chercher un Aaron Judge, mais ils ont quand même comblé d'une façon platoon le poste au troisième but. On a été chercher de la profondeur au champ extérieur contre un gars qui est bon contre les gauchers. D'ailleurs, Bob Nightingale là, qui nous rappelait que si les Yankees pognent les Dodgers en série mondiale, il va être bon contre Clayton Kershaw. Là. En tout cas, il fait un peu la charrue devant les bœufs, mais il a raison, c'est un gars qui frappe les gauchers. Donc, il y a 3 ajouts, comme je te dis, tu ne peux pas les critiquer pour ce qu'ils ne sont pas, mais si c'est juste ça que les Yankees font, là, on pourra critiquer. Mais pour l'instant, écoute, c'est pas des transactions sexy, là, loin de là. Austin Slater, là, pas tout le monde qui connaît ce joueur-là parfaitement, puis avec raison, mais c'est des acquisitions dont les Yankees avaient besoin. Oui, exactement. Tout va passer par ce soir, cette nuit, demain, jeudi. C'est là que ça va se passer, parce que si tu arrêtes là, je suis désolé, mais ça ne change absolument rien. Si tu ajoutes d'autres choses autour de ça, là, ça change la donne, parce que Ryan McMahon, il vient combler au moins le poste de troisième but défensivement, peut t'amener un petit peu d'attaque par moment, ce qui est parfait parce que Oswald Peraza ne faisait absolument rien. Il avait un WAR négatif. Donc, tu sais, là, tu viens d'ajouter quelqu'un qui va plus te faire gagner que perdre. Là. Donc, il y a quand même une différence. Mais ce n'est pas suffisant. Ça te prend plus que ça. Tu sais, oui, tu n'iras probablement pas chercher Eugenio Suarez, mais quand même te combler ce besoin-là. Donc, si tu ne vas pas chercher Suarez, tu dois aller chercher des bras dans la rotation et dans l'enclos de relève pour combler cette différence-là. Qu'est-ce que tu veux voir, toi, chez les Yankees dans les prochains jours? Ben, dans la prochaine journée. Un partant, un releveur. Puis, tu sais, pas que tu shakes une poubelle et qu'il y en a 10 qui sortent. Là. Ça prend quand même des lanceurs de qualité. Là. Il faut entourer cette rotation-là qui en a donné plus qu'on pouvait espérer en l'absence de Garrett Cole, de Clark Schmidt, de Louis Hill, de tous ceux qu'on a nommés. Mais là, il faut les entourer, il faut leur donner un petit peu d'air, puis il faut entourer cet enclos de relève qui a payé le prix parce que la rotation était décimée. Donc, ça va prendre de la profondeur, puis on doit ajouter au moins 2 bras. Je veux qu'on parle d'une situation. Écoute, je vais prendre un grand détour pour t'amener jusqu'à la situation, OK? Tu n'auras aucune idée où je m'en vais juste en partant. Ouais, c'est ça, j'aime pas ça. J'ai vu un tweet aujourd'hui qui m'a fait rire. Francisco Lindor, il y a une couple d'années, Cleveland l'échange aux Mets. Et là, les Mets donnent en retour Rosario, justement, qui a fait 8000 équipes depuis, et Andrés Jiménez. Les Guardians ne l'ont pas échangé à la pleine valeur. Et là, après ça, tu donnes un contrat trop gros à Andrés Jiménez que là, tu échanges avant que ça devienne un mauvais contrat. Et dans cette transaction-là, pour essayer de réparer ton erreur, tu finis par amener Luis Ortiz dans ton organisation. Et Luis Ortiz, il est connu comme le gars qui aura parti le scandale de Paris Sportif, qui s'enligne pour être pas mal plus gros qu'on pensait du côté de Cleveland. On pensait que c'était un incident isolé. Et là, finalement, Emmanuel Classé qui rentre dans cette catégorie-là avec Ortiz. On ne sait pas si ça va être les 2 seuls joueurs qui vont être suspendus. Écoute, gut feeling, j'ai envie de te dire que non, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'était une chose quand c'était Ortiz, on se disait, écoute, c'est une chose, c'est un releveur. Là, tu comprends qu'il se passe quelque chose à Cleveland et ça concerne le meilleur releveur de cette organisation-là, le meilleur releveur de la saison 2024. Je n'ai pas dit des séries, mais j'ai dit de la saison 2024. Oui. C'est un releveur de premier plan. Et là, tu te dis, ça va arrêter où cette histoire? Je sais pas. Je sais pas. Moi aussi, je pense pas que ça va s'arrêter à ces 2 noms-là. Puis oui, c'est la perte pour les Guardians d'Emmanuel Classé, mais c'est la perte d'une transaction qui aurait rapporté tellement gros. On regarde les prix là, qui ont été payés pour des releveurs, des excellents releveurs, mais Classé aussi en est un excellent que, comme tu l'as dit, était le meilleur releveur du baseball majeur l'an dernier. Imaginez le prix qu'on aurait payé pour avoir Emmanuel Classé. Ça faisait 6 semaines qu'on travaillait sur une transaction à Cleveland qui aurait envoyé Classé ailleurs. On aurait eu notre prix parce qu'on le sait, les Guardians, quand même, quand ils négocient ce genre de transaction-là, souvent, ils ont leur prix. Et là, on le perd non seulement sur le monticule, mais on perd la chance de l'échanger dans un marché qui était tellement favorable. C'est catastrophique pour les Guardians. Puis pour Cleveland, ça aurait été parfait parce que tu le sais comme moi que tu donnes la balle à Kate Smith en 9e, puis il n'y en aura pas de trouble. Fait que, il y avait leur plan de contingence. Et là, finalement, ça donne cette situation-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que je pense que ça va être gros, cette histoire-là. C'est peut-être la plus grosse
le plus gros scandale depuis les poubelles, justement, des Astros il y a quelques années. Si ça se développe, peut-être comme on pense, parce que j'ai l'impression qu'on en est juste à la pointe de l'iceberg. Il se passe quelque chose avec les paris sportifs. Évidemment, toujours le même débat qui revient. Là. Tu regardes l'alignement des Guardians de Cleveland qui est présenté par Bet, je ne sais plus quoi. Il y a une ironie qui est énorme dans tout ça, mais évidemment, en tant que joueur de baseball, tu as une responsabilité, tu as un devoir, tu as des privilèges que les autres n'ont pas, mais tu as des responsabilités. Pas de doper, pas faire de paris sportifs parce que tu peux avoir de l'impact sur la game, etc. Donc, non, ça va être toute une situation. Mais écoute, l'histoire nous aura appris dans les derniers mois, Sébastien, que si jamais, mettons, il se passe de quoi de gros et qu'il se fait suspendre à vie, ben, il a juste à attendre à sa mort puis il va pouvoir revenir au temps de la renommée. Oui, vu de même. Ouais, c'est triste, mais c'est ça. Voilà. Puis, tu parlais d'ironie, on peut parler d'hypocrisie aussi. Là. Oui, on peut parler de plein de beaux mots en I. Oui, c'est ça, des beaux mots, belle fun. Niaiserie, c'est comme tu veux. Ouais. Hey, on va faire un petit jeu de rôle, OK? Toi, tu vas être Rob Manfred. Okay. Moi, je vais être Bryce Harper. Puis là, tu vas dire le mot cap salarial, OK? Vas-y. Cap salarial. Toc, je le sors de là. Donc, il l'a pas sorti, mais il a dit de sortir, par exemple. Non, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu la situation, Rob Manfred qui essaye de réparer les pots cassés avec les joueurs en allant leur parler de cap salarial. en allant parler aux 30 équipes dans les vestiaires, décide de parler un petit peu de l'état financier des choses. Et Bryce Harper, qui sentait que le dossier du cap salarial s'en venait, et il a dit à Rob Manfred, si tu es ici pour nous parler de cap salarial, sac ton camp de notre vestiaire. Et là, le commissaire, ben écoute. En anglais, ça me semble que ça a plus de. Get the fuck out of my. Fait que. Of my clubhouse. Fait que là, bon, écoute. Sébastien Rob Manfred, tu comprendras que pas exactement un client satisfait. Là, c'est pas le fun de se faire envoyer promener par Bryce Harper devant tout le monde. Ouais, je comprends, là, mais tu sais, je cherche pas le trouble non plus. Là, non. Mais toi, dans une situation favorable, là, tu sais que ça va venir à un moment ou à un autre, puis que c'est un sujet tellement délicat, puis c'est un sujet que ça va être le centre des négociations. Puis il n'est aucunement question que les joueurs vont céder. Là. Ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas de plafond salarial. Pour ceux qui l'espèrent, là, ça n'arrivera pas. Fait que reviens pas avec ce sujet-là avant la prochaine négociation parce que ça ne sert à rien. Tu fais juste t'attirer du trou. J'ai vraiment pas hâte de voir ce que ça va donner parce que, écoute, on se doutait déjà là, qu'il allait y avoir des matchs qui allaient être coupé en 2027 à cause d'un potentiel arrêt de travail. Là, on s'en doute pas mal. Puis, tu sais, écoute, de voir que Bryce Harper, qui est un client de Scott Boras, et je pense que c'est important de le mentionner, là, parce que Scott Boras, lui, il n'en veut pas de plafond salarial, là, je te l'annonce. Là. Regarde le contrat qu'il vient de donner à Juan Soto, il n'en veut pas de plafond salarial. Et si Scott Boras n'en veut pas, il n'y en aura pas. Ouais, ça se peut. Et un autre client de Scott Boras, je ne sais pas si tu as vu, qui s'est levé un peu, Max Scherzer, qui a dit « J'ai très hâte que Rob Manfred vienne visiter le vestiaire des Blue Jays. » Lui, il faisait partie du petit sous-comité de 8 joueurs qui a fait en sorte qu'on n'a quasiment pas eu une saison de 162 matchs, une couple d'années. Ça va définitivement brasser dans le baseball majeur. Ah, c'est sûr et certain, mais il va falloir que les propriétaires se rendent compte qu'ils ne gagneront pas. Oui, ils vont essayer d'aller chercher quelques petits éléments. C'est normal. Il faut qu'ils le fassent d'ailleurs. C'est pas unilatéral. Par contre, jusqu'à quel point les propriétaires vont vouloir perdre de l'argent en sachant très bien qu'au final, ils ne seront pas du côté des gagnants, c'est là que ça va jouer. La durée de ce conflit de travail-là, c'est là que ça va jouer. Puis ils doivent le comprendre plus tôt que tard, là, parce qu'on le sait déjà la finalité de tout ça. Je te ramène en 2015, Sébastien. Est-ce que tu connaissais l'existence des Marlins de Miami? En 2015, oui, je connaissais l'existence des Marlins de Miami. Tu avais de l'avance sur Ichiro. Oui. Ichiro qui est rentré au temple de la renommée. Chapeau pour son discours, franchement, de le faire en anglais, premièrement. Tu le voyais que son anglais était très, très, très cassé. Là, ça n'a pas été une langue qui a été facile à apprendre pour lui. Il l'a fait.
Puis il a lancé quelques petites jokes, un peu comme Derek Jeter. Il a fait allusion à la personne qui n'a pas voté pour lui. Il a parlé des Mariners, il a parlé des Yankees, du leadership de Jeter, justement. Et là, arrive aux Marlins. Puis il dit, quand ils m'ont fait un contrat, je ne savais même pas c'était qui les Marlins. Ça, c'est très drôle. Ça m'a fait. Oui, ben oui. Puis c'était sympathique. Il a dit que tout le monde était là pour Sissi Sabathia, il n'était pas là pour lui. Donc, ça a été vraiment un beau discours. C'était le fun à l'entendre. Des fois, il y a des discours que, bof, c'est drabe, c'est beige. C'était pas le cas d'Ichiro. Puis c'est à l'image du joueur qui en a mis plein la vue à tous les partisans de baseball, peu importe notre allégeance, peu importe l'équipe pour laquelle on prend, de voir Ichiro sur un terrain de baseball, c'est un privilège. Sébastien, on a une bonne période de questions qui nous attend. On en a plusieurs là, qui ont été posées depuis tantôt. Je voulais qu'on passe les petits sujets qu'on avait, mais on s'en va directement à la période de questions. Jérôme qui nous demande, est-ce que les Mariners vont faire les séries? Les Mariners qui veulent acheter, les Mariners qui ont été chercher Josh Naylor, qui est probablement la première grosse transaction de la période des échanges. Donc, je te pose la question, dans une ligue américaine qui est ouverte, si on veut, contrairement à la Ligue nationale, est-ce que les Mariners vont faire les séries? Moi, je pense que oui. Puis je pense que s'il y a une équipe à surveiller demain, c'est les Mariners. Ils disent ouvertement depuis quelques semaines qu'ils vont être agressifs. On le sait qu'ils vont l'être. Fait que je pense qu'on attend d'avoir ce qu'on veut vraiment là, pour bâtir cette équipe qui va participer aux séries éliminatoires. Ça risque de se passer demain, donc les Mariners vont être à surveiller. Puis tu sais, Jerry Dipoto, là, le boss là-bas, là, c'est un peu comme un AJ Preller, c'est un peu comme un Dave Dombrowski. S'il peut faire une transaction, il va en faire. Oui, exactement. Matt qui nous demande ici, le manque de qualité des agents libres dans le baseball majeur pour la prochaine saison, est-ce que c'est la raison du pourquoi les grosses transactions prennent du temps pour se réaliser? Je ne sais pas, parce que tu sais, d'année en année, souvent ça prend du temps. Je pense que c'est l'an dernier que peut-être on a eu des transactions un petit peu plus hâtives. Là, on se dirige plus, on en a eu aujourd'hui, on se dirige vers la journée de demain. Donc peut-être que ça a un effet, mais avec les prix qui sont demandés, il y a des équipes qui vont être réticentes jusqu'à la toute dernière minute. On a des équipes qui sont peut-être même pas encore fixées ou qui ont pris leur décision aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait que ça retarde les choses dans certains cas avec le nombre de clubs qui font les séries éliminatoires. Question de Simon ici. Ça a été envoyé durant le bloc sur les Blue Jays, donc je présume que ça parle de ça. Avec une équipe qui frappe pour la moyenne, devrait-on aller chercher un frappeur de puissance ou un Kwan, par exemple? Doit-on penser à compléter ce qu'on n'a pas en offensive ou garder une cohérence? C'est intéressant parce qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent justement, rajoute à tes forces pour que ce soit encore plus une force. Puis, ben, écoute, les Mets qui vont chercher deux releveurs quand ils ont Cléonce dans la rotation, c'est un peu un exemple de ça aussi. Puis, c'est en fonction des prix. Là. Probablement que si David Stearns avait pu mettre la main sur un partant de qualité, à ce prix-là, il l'aurait fait au détriment d'un releveur. Mais la question est bonne parce que, c'est comme je te dis, c'est un clash de mentalité. Oui. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse. Les deux peuvent se rejoindre. Steven Kwan, c'est sûr que tu ajoutes un bâton du côté gauche du marbre. Tu ajoutes un excellent voltigeur. Donc, oui, ça peut renforcer cette force-là, mais on l'a dit, là. Ça prend des bras dans la rotation, ça prend des bras dans l'enclos de relève. Si on va chercher Steven Kwan, mais qu'on n'adresse pas cette lacune-là, on n'est pas plus avancé selon moi. En date d'aujourd'hui, le 30 juillet, qui voyez-vous en finale de la Série mondiale? J'ai été appelé à me prononcer, moi, dans les derniers jours à ce niveau-là. Puis, dans l'américaine, j'ai l'impression que les Astros sont inévitables. Dans le sens où c'est un club qui a tellement de succès en séries éliminatoires. Et là, malgré les 17-18 gars sur la liste des blessés, on trouve des moyens d'être bon. On va ajouter des éléments du côté de Houston d'ici demain à 18h. C'est une équipe qui a de l'expérience. J'ai de la misère à ne pas voir les Astros de Houston, on dirait, par la force des choses. Les Yankees sont toujours incapables de les battre. Donc, si c'est une série de championnat entre les deux équipes, l'histoire va nous dire que les Astros partent avec un petit avantage.
Les Blue Jays n'ont toujours pas battu leur démon en série. Peut-être que ça va se faire cette année, mais je vois beaucoup les Astros dans la Ligue américaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je t'aurais peut-être dit les Tigers il y a quelques semaines. Là, on retrouve un peu les Tigers du début de l'an dernier. Est-ce que ça va se replacer? On n'a toujours pas de joueur de troisième but, donc on a quelques lacunes. Les Astros, tellement d'expérience, tellement de succès. Si on peut revoir Yordan Alvarez en santé, imaginez ce monstre-là qui se présente en séries éliminatoires, ça change totalement la donne. Donc oui, les Astros, je pense qu'ils doivent partir favoris présentement. On parlait des Mariners tantôt, tout dépendant de ce qu'ils font d'ici la date limite des transactions, peut-être qu'ils pourraient être dangereux parce que dans une série hypothétique 3-5 contre les Astros, les Mariners peuvent sortir gagnants. Oui, cette rotation-là est tellement dangereuse. Quand tu as un gros top 3 dans un 3-5, tu pars avec un avantage parce que chaque lanceur partant peut aller te gagner un match. T'sais. Exactement. Puis c'est très, très rapide, là, une série 3-5. Tu n'as pas le droit à l'erreur si tes partants font le travail, puis qu'à l'inverse, chez ton adversaire, ce n'est pas le cas, bien, tu viens de remporter la série assez facile. C'est un peu le même esprit de l'autre côté. Dans la nationale, je te dis pas que je te vois les Brewers se rendre en série mondiale, là, vraiment pas. Mais si tu affrontes un Misiorowski, puis si tu affrontes un Peralta après, puis si tu affrontes des gars toujours comme ça qui sont fatigants à affronter, ça peut être difficile, puis ça peut donner une chance à ces équipes-là. Écoute, du côté de la nationale, il y a beaucoup de possibilités de clubs qui peuvent se rendre là. Est-ce que les Phillies peuvent se rendre en série mondiale? Oui. Est-ce que les Mets peuvent se rendre en série mondiale? Oui. Est-ce que les Cubs ont assez d'expérience pour se rendre en série? Vont compenser le manque d'expérience? Peut-être. Les Dodgers, est-ce qu'il faut les prendre à la légère? Non. Dans le national, c'est dur, ça. C'est extrêmement difficile. Moi, je souhaiterais une série de championnat Mets-Phillies. Je pense qu'on en aurait pour notre argent. Ah, mon Dieu. Puis, s'il faut que je me prononce en ce moment, je vais y aller avec peut-être les Phillies, qui sont dus depuis quelques années, qui, je suis convaincu, vont continuer à ajouter des pièces d'ici demain. On a l'expérience, on a le talent. Si on peut aller chercher un voltigeur de centre, ça pourrait faire la différence en séries éliminatoires. On en a besoin, ça aussi, depuis très longtemps. Si on est capable de construire cette équipe-là et que Bryce Harper performe à la hauteur de son talent, on peut se rendre jusqu'au bout. Matt nous dit, est-ce que les Rays ont compris l'affaire? Ils échangent India pour Brady Singer, un excellent lanceur, puis aujourd'hui, tu vas chercher Hayes avec Pittsburgh. Il semble que les Reds sont meilleurs avec Singer et avec Hayes. Certainement. J'ai pas grand-chose à ajouter, mais on l'a fait de la bonne façon. Puis on est en train de construire quelque chose de très, très bien à Cincinnati. Patrick qui nous dit un petit mot sur Nick Kurtz. Un mot, machine. Oui, c'est ça. On va t'en dire plus qu'un, là, Patrick. Là, mais moi, je joue à ton jeu. Là. Mais non, écoute, c'est 4 circuits comme ça. Il n'est pas passé loin du 5e, on va se le dire. 19 buts au total. Là, 4 circuits, ça fait 16, un double, un simple. Donc, il est passé à un triple du carrousel. 606. Il y en a beaucoup qui parlent d'un des meilleurs matchs de l'histoire. Écoute, si on remonte, moi, j'ai de la misère il y a un an à dire que ce match-là est meilleur que celui de Shohei Ohtani, où il y avait, écoute, je ne me souviens plus de toutes ses stats, mais il y avait eu un match exceptionnel. C'est le match qui avait créé le 50-50. C'est la première fois de sa carrière qu'il se qualifie en série. Je ne pense pas que le match de Kurtz est plus impressionnant que celui d'Ohtani, mais écoute, 4 circuits, là, c'est arrivé quoi, 19-20 fois dans l'histoire? C'est plus rare qu'un match parfait. Oui, puis dans les matchs où il y a eu 4 circuits, je pense pas que le potentiel 5e est passé aussi près. Là. Ouais, c'est ça. Ça devait être la fois où ça a passé le plus proche d'un match de 5 circuits. Puis oui, c'est ce match exceptionnel-là, mais c'est sa saison aussi. Ce n'est pas un fait divers dans sa saison. Bon, un match exceptionnel, on voit la balle gros comme un ballon de plage, puis on la frappe. Non, il connaît une excellente saison. C'est un excellent joueur de baseball. Puis c'est rafraîchissant de voir ce genre de joueur-là à l'œuvre. Jean-Michel qui nous dit ici pour les Dodgers, Ryan Ward dans le 3 est le meilleur frappeur de tout le 3A, même s'il a 27 ans. Pensez-vous qu'il pourrait être une option pour une transaction? Je pense que oui, parce que les Dodgers, le système est assez rempli quand même. Ce n'est pas juste une équipe qui sacrifie tous les jeunes. On arrive à avoir une bonne banque d'espoir. Et si on peut utiliser cette banque-là pour gagner en haut, puis que ça passe par la transaction de Ryan Ward, ben ça passera par la transaction de Ryan Ward.
Oui, exactement. On va tout faire pour que ça fonctionne. Puis on a des joueurs qui sont bloqués par des joueurs dans les majeurs. Tu sais, on passe à Rushing qui risque d'être utilisé comme un appât dans une transaction parce qu'il est bloqué par Will Smith qui va être encore là pendant plusieurs saisons. Donc, on a cette profondeur-là, autant dans les majeurs que dans les rangs mineurs, qui nous permettent de faire des transactions et d'aller chercher ce qu'on a besoin. Il y a Matt qui rebondit ici sur les Aces, qui dit avec Kurtz, Wilson, Butler, Rooker, les Aces de Vegas vont être solides tantôt. Puis, tu sais, le problème, moi, jamais, je veux dire que je parle de cette année, là, mais le problème n'a jamais été l'attaque du côté des Aces. Là, surtout dans un stade à Sacramento qui favorise l'attaque, mais je veux dire, même à l'étranger, il y a une très, très belle base sur laquelle construire à l'attaque. Le problème, c'est le monticule. Puis tu sais, comme moi, c'est pas facile de combler un monticule, mais au moins, ils ont cette base-là de joueurs. Tu sais, Roker qui a obtenu un contrat. Il y a quelques joueurs comme ça à qui on a offert des prolongations de contrat. On essaye de construire quelque chose. C'est pas facile là, parce qu'on part de loin du côté des Aces, mais oui, il y a une belle base à l'attaque. Oui, puis on parle de Vegas, là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'une fois rendu à Vegas, on va dépenser. On a déjà vu la différence entre Oakland et Sacramento. On va voir la différence entre Sacramento et Vegas. Puis on risque de dépenser dans la rotation partante, dans l'enclos de relève. Puis c'est là qu'on va avoir un club qui va aspirer à participer aux séries éliminatoires parce qu'on voit des flashs de ce club-là. En début de saison, il était exceptionnel. L'an dernier aussi, on a vu des flashs. Il reste à construire à mettre de la viande autour de l'os. Puis on va le faire rendu à Vegas. On va vouloir commencer cette nouvelle franchise, entre guillemets, à Vegas de la bonne façon, attirer du monde dans le stade. Donc, c'est sûr là, on va déplier. Malheureusement, ça n'a pas été fait au club. Élément à considérer aussi, Sébastien. En ce moment, si je te dis je suis les Aces puis je t'offre un contrat, Luis Severino l'a pris, ce contrat-là, mais il le regrette aussi là, en termes de baseball. Sûrement pas en termes d'argent parce que personne n'y offrait proche de ça. Mais en termes d'argent, pour vrai, je te dis, va lancer pour les Rockies ou va lancer pour les Aces. Deux franchises qui s'en vont nulle part, deux franchises où tu vas te faire frapper en masse. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus intéressant. Peut-être que tu choisis les Rockies parce qu'au moins tu es dans des installations des majors. Tu sais, c'est pas tentant, même s'il y a de l'argent sur la table, de signer à Sacramento. Il y en a qui vont le faire, mais pas tout le monde. Par exemple, tu arrives à Vegas, là, ça me tente de signer à Vegas. Fait que oui, si tu as l'argent dépensé, c'est une chose, mais l'attrait de la ville aussi. Tu sais, Oakland, c'était plus tentant à cause de toute cette situation-là. Sacramento, c'est pas un stade des majeurs, mais quand tu vas arriver à la destination finale, là, ça se peut que ça me tente. Oh, oui, certainement. L'attrait de la ville, l'attrait de la nouveauté, de débuter cette nouvelle ère-là chez les Aces, c'est sûr que ça va attirer des joueurs de grande qualité. Puis c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir bâtir un club qui, ce club-là ne gagnera pas à sa première année, mais au moins, on va être en train de construire quelque chose, puis on va donner espoir à nos partisans. On a un commentaire de Jean-Michel ici quand on parlait du plafond. Au hockey aussi, les joueurs disaient qu'il n'y en aura jamais comme dans la NBA, puis finalement, il y en a eu un. Moi, je pense que c'est justement à cause qu'ils ont vu ce qui se passait dans le hockey qu'il n'y en aura pas dans le baseball. Tu sais, je pense que, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 7 joueurs, ou du moins les 7 premiers joueurs dans le hockey qui ont signé pour plus de 100 millions de dollars. La valeur totale de leur contrat ne donne même pas celui de Juan Soto. Tu sais, c'est pour les gros joueurs, ça ne s'équivaut pas. Les joueurs ont vu ce modèle-là. Tu parlais tantôt de Scott Boras. Là. Scott Boras, là, il y en a des clients un peu partout à travers la ligue. Il va en mettre de la pression. Puis, excuse-moi, je ne sais même pas pourquoi je le dis au futur. Là. Il en met déjà de la pression. C'est sûr qu'il est sur le dossier depuis des années. Là. Ouais. Les joueurs n'en veulent pas. Pantoute. Bryce Harper l'a dit, s'il faut qu'on s'assoie pour 162 matchs, on s'assoira pour 162 matchs. La saison 2027, là, basez pas trop d'espoir sur cette saison-là. Je ne veux pas avoir l'air défaitiste, là, mais... Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Oui, les joueurs ils peuvent s'asseoir pendant 162 matchs. Les propriétaires, je ne suis pas sûr. Il y a certains marchés qui ne voudront pas, puis ça va être des marchés qui profitent du partage des revenus. On les connaît, ces clubs-là, là, puis ils ne pourront pas se permettre de s'asseoir pendant 162 matchs, puis à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Je ne pense pas qu'on va perdre l'entièreté de la campagne, mais ça pourrait être long. Puis il n'y a aucune commune mesure à comparer le hockey puis le baseball. C'est deux univers. T'sais. Oui, on pensait qu'il n'y en aurait pas de plafond, mais c'est tellement différent, c'est tellement dans un autre niveau qu'il n'y en aura pas de plafond. On a
comme c'est devenu une tradition dans les dernières semaines, Sébastien, le fameux jeu, un partant, un joueur sur le banc et un qu'on coupe. Cette fois, Matt, il nous a offert un concept de 3 receveurs du match des étoiles et du temple de la renommée. Je les soumets. Ivan de Podge Rodriguez, Jorge Posada et Buster Posey. Hey, c'est pas le fun, ça. Non, hein? Non. Je vais te laisser commencer, tiens. Je vais le laisser. Je peux-tu prendre mon miroir? Aïe, 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 aïe. Je pense que je vais y aller Buster Posey comme partant. Podge sur le banc. Puis malheureusement, je vais couper le bon vieux Georges. Moi, l'aura de Buster Posey, ça va au-delà de son jeu. Il amène quelque chose qu'on a rarement vu dans l'histoire du baseball au poste de receveur, puis à toutes les positions là, également. Là. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Posey. Pour le reste, c'est 3 excellents receveurs. Là. Il n'y a pas nécessairement de mauvaise réponse, mais ce serait la mienne. Tu vois, moi, la mentalité. En fait, j'ai la même réponse que toi. Parce que la mentalité que j'ai prise, c'est. On dirait, je vois pas comment je peux couper Podge. Je vois pas comment je peux couper Posey. Mais je vois un peu comment je peux couper Posada. Fait que Posada a été coupé un peu par cette réplique-là. Puis moi aussi, là, c'est ça. Buster Posey, je suis un grand fan de ce que ce joueur-là a amené. Donc, ouais, j'ai envie de le mettre devant Podge, mais tu sais. C'est pas par beaucoup, là. Non, tu sais, mettons qu'il faut que je me rende à mon banc parce qu'il y a une blessure, tu sais, je suis pas entre mauvaises mains. Non, c'est ça. On va se le dire. Sébastien, c'est ce qui fait le tour des questions qu'on avait. Avais-tu un petit commentaire en finissant ou un joueur de qui on avait oublié de parler, un Mitch Keller quelconque, je ne sais pas. Mais il va-tu être échangé, Mitch Keller? Si que Brian Hayes a été échangé, je pense que Mitch Keller, c'est la suite logique des choses. Excellent point. Je ne disais pas que Brian Hayes était sous contrat jusqu'en 2030. Fait que c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, les Pirates, là, ça fait une couple de fois que je le dis au podcast, je vais leur dire encore. Bubba Chandler, qu'est-ce que ce gars-là fait à Indianapolis? Rappelle-le. Mais il n'y a pas d'autre explication. Non. C'est les pirates. Ils le rappelleront pas. C'est les Pirates. Il va être prêt, là. Il doit être prêt. Lui, ça fait longtemps qu'il est prêt, là. Ça fait un peu. Sébastien, c'est donc ce qui fait le tour du podcast d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute, d'avoir été au rendez-vous, d'avoir posé des questions comme ça en cette veille de la date limite des transactions. Vous étiez là le mercredi 20h, un rendez-vous sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent en format podcast plus traditionnel et qui veulent venir un jour nous poser vos questions par rapport au baseball majeur en live, c'est le rendez-vous à avoir. Et Sébastien, comme c'est le cas depuis quelques jours, nous, on est en plein en mode date limite des transactions. Ça va être à suivre sur le passionmlb.com, évidemment. Pas impossible non plus qu'on se prévoie un petit quelque chose de podcast là, pour revenir un épisode spécial là, qui n'attendra pas nécessairement à mercredi prochain. Donc, suivez-nous là, sur tous les réseaux sociaux, dans le fond, puis on va avoir les détails de ce qui va se passer. Oui, tous les réseaux sociaux, notre site web, passionmlb.com. Demain, ça va être une très grosse journée. Puis soyez à l'affût. Comme tu l'as mentionné, on risque d'avoir une annonce intéressante demain. Donc, merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine de baseball et nous, on se dit à la prochaine.